sans plus tarder, on va aborder notre première perspective qui est celle légale et réglementaire. Et pour cette présentation, je vais inviter M. Pierre-Luc Désiel, qui est professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université Laval, et M. Sylvain Bédard, qui est patient coordonnateur et chargé de projet au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Messieurs, à vous la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Alors, on s'est parlé avec Sylvain, c'est moi qui va commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Superbe. Alors, excellent. Donc, merci beaucoup tout d'abord à Vincent et à Antoine de nous avoir invités, de m'avoir invité à joindre cette belle aventure et de m'avoir invité à venir intervenir ce matin. Merci à l'équipe d'avoir mis sur pied ce colloque. C'est vraiment très intéressant. Je suis très content d'être là. Alors, la tâche qu'on m'a assignée ce matin était de vous parler du cadre juridique, en fait, de construire le problème d'un point de vue juridique de l'accès aux données, la question du consentement, de la transparence, de vous donner un petit backgrounder finalement sur la manière dont le droit québécois va venir encadrer ces pratiques, ces collectes d'utilisation et divulgation de renseignements personnels. Donc, j'ai parlé avec Sylvain aussi, on nous a demandé de faire ça un petit peu sous forme d'un dialogue ou un peu d'une forme de narratif. Donc, on va faire ça tout à l'heure, mais je veux juste vous faire peut-être en 2-3 minutes un premier aperçu là, des grandes règles qui viennent encadrer les activités de collecte, d'utilisation et de divulgation de renseignements personnels au Québec, que ce soit dans le milieu de la recherche, mais dans d'autres milieux aussi. Alors, il y a deux grandes voies légales, de manière générale, par lesquelles on peut obtenir des renseignements personnels et qu'on peut les utiliser à des fins de recherche. La première voie est celle du consentement individuel, c'est-à-dire qu'on parle d'une collecte directe. On va collecter les renseignements directement auprès des personnes qui sont connectées. Donc, dans ce cas-ci, directement auprès des patients, des patientes. On doit obtenir un consentement qui est libre et éclairé. Libre, évidemment, donc qui n'est pas obtenu par la force, par la supercherie, par la tromperie, mais éclairé, qui est un outil peut-être un peu plus important pour nous, éclairé dans la mesure où on doit informer les patients, les patientes des raisons, des motifs, des fins qui vont sous-tendre la collecte et l'utilisation de leurs renseignements personnels. Donc, dans cette certaine mesure, pour que le consentement soit valable, il faut qu'on soit à l'avance capable de déterminer qu'est-ce qu'on va faire de ces renseignements personnels-là. C'est quoi le projet de recherche qu'on va mener? C'est quoi le protocole de ce projet de recherche-là? C'est quoi les fins qu'on vise par ce projet-là? Et informer le patient de ces fins-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir avoir un consentement qui est valide. La deuxième voie d'accès, donc autre consentement, est celle d'obtenir les renseignements sans aller directement auprès des patients ou des patientes, donc une collecte indirecte, qu'on peut utiliser des renseignements personnels qui ont été déjà collectés. Et pour ce faire, on doit obtenir une autorisation préalable qui ne prend pas la forme d'un consentement individuel, mais plus une autorisation d'une entité qui est habilitée à donner cette autorisation-là, par exemple la Commission d'accès à l'information au Québec. Donc, ce sont nos deux voies légales, deux voies qui, au dire des chercheurs qui demandent des renseignements personnels, au Québec sont assez congestionnées. La première est qu'aller chercher le consentement, qu'on a des cohortes de 100, 150 000, 200 000, 300 000 personnes, c'est quelque chose qui peut être long, c'est quelque chose qui peut être fastidieux, qui peut prendre du temps, qui peut introduire des biais aussi. Et dans un deuxième temps, la voie de la Commission d'accès à l'information peut être longue, elle aussi. Ça peut prendre du temps d'obtenir toutes les autorisations, mais dans les deux cas, l'idée, c'est de protéger la vie privée des personnes. Donc, dans le cadre de ce colloque-ci, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on s'intéresse surtout à débloquer cette première voie, celle du consentement, celle de la transparence aussi, parce que cette idée de transparence, c'est d'informer les patients, des patientes, en partie en tout cas, de ce qu'on va faire avec leurs renseignements personnels. Donc, dans les discussions que j'ai eues avec Sylvain, en préparation de notre intervention, Sylvain me disait justement qu'il y avait une certaine lourdeur du processus du consentement, que le consentement, justement, on doit remplir, on soumet des formulaires qui sont longs, qui peuvent être chargés, qui peuvent être lourds à lire, et que ça peut être un processus qui est assez décourageant, qui peut être décourageant pour certains patients, certains patients. Donc, peut-être je pourrais poser la question à Sylvain. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais nous dire? Est-ce que tu aurais des exemples concrets, là, finalement, où le processus de consentement et même cette idée de transparence, de fournir l'information, ça peut être quelque chose qui peut être lourd, décourageant, qui peut être un désincitatif, finalement, à la communication, au partage de renseignements personnels?
Ben, à vrai dire, je dirais que en passant le consentement de données, là, j'ai jamais vu ça encore. Mais des consentements en recherche, je l'ai vu. Le dernier faisait 21 pages. Alors, quand après on demande, et que j'ai refusé en passant. Alors, quand on demande plus tard au patient de consentir à quelque chose et finalement, la seule chose qu'on voit, c'est, j'appelle pas ça un consentement, j'appelle ça, je dirais, une déresponsabilisation ou pelleter le nuage vers le patient en lui disant je ne m'occuperai plus de ça maintenant que je te l'ai dit, et puis que finalement, on n'a pas le. On comprend rien, je pense que c'est un enjeu. Et je pense que dans le consentement, on sait, comme Vincent l'a dit, on sait que les gens veulent participer. On sait les gens qu'en passant, j'ai 4 maladies, dont une maladie rare, je suis double transplanté cardiaque, cancer de la peau, etc. Alors, je suis un générateur de données massives, j'oserais dire. Là. On parle de data lake. Et puis, moi, je pense que l'importance donc, du consentement, c'est aussi de le faciliter. En sachant qu'on sait que les patients veulent participer, comment on va le faciliter et je vais amener la valeur du risque et du bénéfice dans tout ça parce que beaucoup, au niveau consentement, on dirait que tout le monde a peur du fameux risque qu'on va être hacké, que le patient va revenir s'il n'a pas accepté les autres choses. Mais si on revient en maladie chronique ou juste en gestion de l'insuffisance cardiaque, est-ce que justement le bénéfice, c'est de partager ça? Et de pouvoir faire avec les SSA, avoir accès aux données pour qu'on puisse améliorer le système de santé, améliorer la vision, disons, de l'insuffisance cardiaque et tout ça. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Alors, le consentement, c'est ça, c'est de pouvoir partager. Un exemple facile qui n'est pas dans la recherche, mais en 2013, j'ai fait une phlébite et une embolie pulmonaire. Je suis à Pierre Boucher. Pourtant, mon dossier, c'est-à-dire mon pan de mur, mon data lake de données est à l'Institut de cardiologie et on m'a dit, ben excusez, M. Bédard, mais il va falloir attendre votre dossier de l'Institut de cardiologie. Je suis en phlébite et embolie pulmonaire, mais à cause de justement la restriction de protéger les données en îlot, en silo dans un centre hospitalier, ben, je me suis ramassé que j'aurais pu être à risque. Et ça, c'est ma petite histoire parmi probablement des centaines d'autres histoires qui existent à tous les jours sur justement, je vais appeler ça de même, la surprotection des données et que le risque et le bénéfice est mal mesuré selon moi. Je te laisse continuer, Pierre. Ouais. Ben, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu aussi, dans une certaine mesure, un des deuxièmes enjeux qu'on avait discuté ensemble, qui était un peu celui de la confiance. Hein. Quand on parle de consentement, on parle de consentement à confier ses données, on parle d'une forme de confidentialité des données par la suite, toute la même racine étymologique que finalement avoir confiance en la personne en qui on donne ces données-là. Et quand on parle d'accès aux données, quand on parle de mise en commun des données, de valorisation des données, dans une certaine mesure, on veut qu'ils circulent peut-être un peu plus facilement, on veut peut-être les storer d'une manière à pouvoir élargir les accès. Encore faut-il donc que les patients, les patientes aient confiance en personnes en qui ils vont donner leurs données finalement, confiance aux institutions, aux organismes qui vont assurer la gestion de ces données-là. Et quand on en a parlé ensemble, l'enjeu de la confiance revenait sans cesse et il me semble primordial dans cette idée de consentement-là. Donc, je ne sais pas si tu peux nous dire à quel point cette confiance-là, si tu as des exemples concrets un peu pour nous dire à quel point la confiance est importante et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire concrètement là, pour améliorer cette confiance-là ou je sais que le temps file finalement, donc peut-être en mode prototype, comme on disait tout à l'heure, mais c'est quoi l'importance de cette confiance-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les gros enjeux finalement de ce côté-là? Je pense qu'il faut aussi mettre ça en contexte où est-ce que même si ce n'est pas de la donnée de santé, on a aussi Capital One, on a Desjardins qui est venu tout briser la confiance parce que le public, le citoyen général a peut-être aussi de la difficulté, même nous autres, à comprendre la différence entre c'est quoi les données de santé, les données de banque et on peut se les faire voler. Alors, c'est sûr qu'il y a eu un manque de confiance. Moi, je pourrais revenir sur ce que tu dis. Je pense que et tout le monde est d'accord avec ça. C'est avec le nouveau système légal, un encadrement va être de base. Ensuite, dans la confiance, moi, j'aurais confiance à l'imputabilité des gens. Alors, plutôt que dans tout ce qui se passe, si oui, je partage mes données, mais c'est qui est imputable pour ça? Ou est-ce que encore ça va être dit, ben,
on tape sur les doigts des gens ou des chercheurs même qui les gèrent différemment. Et je pense que la confiance aussi va venir pour venir au sujet, on a eu un feedback où est-ce que c'est peut-être aussi s'il y a des patients partenaires ou des citoyens qui sont justement impliqués dans la décision, les règles, etc. Donc, où est-ce que là, il va y avoir, comme disait Vincent aussi, une transparence et aussi que ça va être collaboratif comme décision et comme loi. En tout cas, pour moi, ça me ferait du bien et pour beaucoup d'autres patients aussi, c'est dire, pour avoir confiance, bien, consultez-moi plutôt que décider pour moi. Voilà.